Bonjour, bienvenue dans notre émission Emportée par la foule, émission de Dialogue RCF et Pop Finance consacrée à l'économie et à la finance participative. Patrick Lecamus de Pop Finance, on parle de l'Europe, hein, du passeport européen pour le crowdfunding. On a déjà évoqué cette question, on se sentait un peu à l'étroit dans chacun des pays et aujourd'hui... Aujourd'hui, il y a du nouveau, c'est que les plateformes râlent. Ah oui, c'est pas étonnant. Voilà, c'est en fait, l'idée du passeport européen, c'est la logique de l'Europe de vouloir faire un marché financier unifié. Mais il y a aussi une logique pour les plateformes de crowdfunding qui sont un peu à l'étroit dans leur propre pays. Alors on ne parle pas du crowdfunding de dons avec contrepartie. Ça, c'est pas trop un problème de réglementation. Le don est libre, hein, donc il n'y a pas de problème. Mais sur le prêt, qui est, on le rappelle, une exception au monopole bancaire qui a été accordée aux plateformes de crowdfunding dans tous les pays, et le crowdfunding en capital, qui est une exception aux règles de l'appel public à l'épargne, et donc qui est très réglementé, très réglementé forcément. Donc chacun des pays a sa propre réglementation, et évidemment une plateforme autorisée dans un pays ne l'est pas dans l'autre. D'où l'idée dont on avait déjà parlé, ça c'est pas nouveau. La Commission européenne dit on va faire au lieu de dire on va faire quelque chose de très long à mettre en œuvre, qui est une législation européenne pour les deux formes de crowdfunding en cause, le prêt et le capital, on va autoriser les plateformes à opérer dans d'autres pays sous des conditions facilitantes, avec un système qui avait déjà été employé par ailleurs, qui est le passeport. C'est-à-dire que dès qu'on a une autorisation dans son propre pays, on peut demander l'extension à un autre pays et faire des levées de fonds, du coup, européennes, ce qui peut être intéressant aussi pour les projets qui pourront accepter des investisseurs européens au lieu d'investisseurs uniquement nationaux. Voilà. Et là... bonne idée, sauf qu'en France, la limitation pour la plateforme en capital est de 2,5 millions. Alors, ce que j'ai pas dit, j'oubliais, il y a une nécessité, c'est que les plateformes à l'étroit dans leur propre pays font des volumes trop faibles pour être rentables. Oui. Donc il y a ça aussi. Il y a l'idée, on va permettre aux plateformes de devenir mature, de s'élargir, de se consolider. En même temps, de faire profiter à des pays où c'est très peu développé de leur savoir-faire, et de faire exister le crowdfunding en capital et de prêt dans ces pays-là aussi, et de leur donner la possibilité de devenir rentable. Mais là où elle râle, c'est qu'on est limité à 2,5 millions. Pour ceux qui sont basés en France. Pour toutes les campagnes de levée de fonds en capital. Alors, on ne peut pas faire plus que ça. Ce qui paraît déjà énorme. Oui, on n'en a pas vu passer beaucoup ici. Hein. Voilà. Ce qui paraît déjà énorme pour le public auquel s'adresse le crowdfunding en capital, qui sont les startups et les PME de croissance. Donc des TPE, déjà plus trop TPE, qui passent le stade de la PME et qui ont un fort potentiel de développement. Et à ce moment-là, une levée de fonds d'1 million, c'est déjà bien pour ce stade de développement. Et là, les plateformes disent, non, nous, ce qu'on voudrait pour pouvoir nous développer à l'échelle européenne, c'est nous adresser à d'autres formes de sociétés, à des sociétés plus grosses, qui font des levées de fonds plus importantes, et un plafond à 8 millions, ça serait bien. Voilà, on le voit plutôt dans le biomédical, ce genre de choses, ou dans des choses de long terme, des gros investissements. Voilà. Des entreprises qui sont passées à la taille de ce qu'on appelle les entreprises de taille intermédiaire, les ETI, qui sont plus tout à fait des PME. Voilà, donc il y a en ce moment des avancées du côté de l'Europe pour faciliter, avec des objectifs propres à l'Europe, des objectifs propres aux plateformes, et en même temps, c'est toujours pas ça. Il faudrait monter un petit peu les seuils limitant l'accès au crowdfunding pour les entreprises. Mais aujourd'hui, le passeport européen, il fonctionne Non, pas encore, mais c'est dans le pipe, ça. C'est dans les tuyaux, voilà. Il faut appuyer sur le bouton feu vert, mais c'est en cours d'élaboration. Voilà, donc nos plateformes pourront aller chercher de l'argent en Allemagne, en Suède. Voilà. Devenir opérateur de crowdfunding dans les autres pays. Voilà, très bien. Bien, dans les petites brèves d'information, on voit que Ulule a calculé son bonus pour l'emploi. Ah oui. Ulule se félicite de son action, s'auto-félicite de son action. Personne d'autre le fera à sa place. Voilà. Donc, avec quelque chose de souvent assez contestable dans la manière de calculer les choses, on calcule les répercussions
sur le nombre d'emplois créés par des investissements collectés. Bon, en fait, les emplois ils sont créés par du chiffre d'affaires généré, donc c'est assez contestable, mais pourquoi non? Il faut bien faire un investissement avant de créer une activité pour pouvoir faire du chiffre d'affaires et donc rémunérer des emplois. Donc il y a un lien indirect, mais il y a un lien, et Ulule pense qu'avec ses calculs, qu'il y a, grâce à ses contributeurs, plutôt qu'à lui, de 1600 emplois qui ont été créés. Donc Ulule, c'est de la levée de fonds? C'est du crowdfunding de dons et contrepartie. Donc on rappelle, c'est des moyennes à 4000 € dans les... alors ça peut aller pour de l'associatif, même parfois du personnel. Il y a pour des étudiants, pour des petits projets collectifs, ou alors ça peut financer, effectivement, c'est la grande nouveauté du crowdfunding, financer des projets d'entreprise qui ont besoin pour démarrer, tout en essayant de développer une communauté de personnes qui vont pouvoir continuer à suivre l'activité. Un peu de la vente en souscription, des fois, quoi. Alors ça peut être de la vente en souscription, mais pas seulement. Ça peut être aussi une demande d'aide à l'investissement et aux travaux, et par exemple, et donc en même temps auprès de gens qui peuvent être intéressés par les services et les produits de cette future entreprise. On reçoit Guillaume Fievet, qui est le PDG de la Savonnerie du Midi. Guillaume Fievet, sur une industrie traditionnelle marseillaise, vieille entreprise, créée en quelle année, la Savonnerie du Midi? En 1894. Voilà, vous le faites pas. Merci. Guillaume Fievet, pourquoi la Savonnerie du Midi s'engage dans ce nouveau mode de financement? Parce que jusqu'à maintenant, vous avez repris l'entreprise, on va pas refaire tout l'historique, mais vous avez investi, mais vous n'avez jamais fait appel au crowdfunding. Non, mais en fait, cet appel au crowdfunding, il est lié à un projet très spécifique qui est l'ouverture d'un musée, l'ouverture au public de la Savonnerie du Midi. En fait, tout est parti d'un constat. On ouvrait la Savonnerie une demi-journée pendant les journées du patrimoine. Ça faisait 3 ans, tous les samedis après-midi, on avait 800 personnes. Ah oui. Avec des questions dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est le savon de Marseille? Comment est-ce qu'il est fabriqué? Qu'est-ce que c'est le vrai savon de Marseille? Toutes ces questions-là qu'on entend régulièrement. En fait, les consommateurs et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent savoir, qui veulent voir comment est fabriqué le savon de Marseille traditionnel, et qui veulent le voir de leurs propres yeux avec des explications. Donc il y a un projet pédagogique et il y a un projet de patrimonial. Et voilà. Et donc on lance ce musée. Donc d'abord l'atelier, l'usine, la Savonnerie du Midi, elle est où? Elle représente quoi aujourd'hui? La Savonnerie du Midi, elle est située dans le quartier des Égalades, dans le 15e arrondissement. Il y a 21 personnes qui y travaillent. Donc on commercialise nos produits sous la marque La Corvette. Et si on passe sur l'autoroute, on voit un peu la tête, on voit un petit peu de l'autoroute maintenant, entre Aix et Marseille. Et on commercialise nos produits, La Corvette, dans les circuits bio, dans les grands magasins, et de plus en plus à l'étranger, parce qu'il y a énormément de demandes à l'étranger. Et le produit qui est commercialisé, c'est que le pavé de savon de Marseille, ou c'est d'autres produits dérivés? Non, donc il y a le savon de Marseille traditionnel. Nous, c'est un savon de Marseille qui respecte une charte collective qu'on a établie avec 3 autres savonniers de la région marseillaise. Mais on a également développé des coffrets cadeaux, des savons bio, liquides, ou des savons solides bio. On est très très ancré dans cette démarche de développement durable et d'écologie. Alors, qu'est-ce que sera ce musée, entre guillemets, de la Savonnerie du Midi? Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va visiter? Alors, avant tout, c'est un musée dans une usine, dans un atelier de fabrication. Donc, c'est pas le musée à côté de l'usine. Voilà, il y a un circuit de visite intégré au processus de fabrication, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre projet. On veut montrer comment est-ce que le savon est fabriqué. Après, on a énormément de chance parce qu'on va accueillir la collection d'un couple de Marseillais qui, depuis plusieurs décennies, rassemble des objets, des affiches, des vieux savons, toute une histoire autour de ce produit mythique. Et donc, on va accueillir cette collection
au sein de la savonnerie. Alors, ce monsieur et cette dame, on peut les nommer. Tout à fait, monsieur et madame Kittard. Voilà. Hommage aux collectionneurs. Tout à fait. Et donc là, pour organiser et transformer une usine en musée, parce que c'est pas n'importe quoi, quand on accueille du public, il y a un certain nombre de règles. Là, il y a un investissement qui est important. Oui, alors il y a un investissement important, puisqu'effectivement, le circuit de visite sera aux normes, ce qu'on appelle ERP, entreprise recevant du public, donc c'est quelque chose d'important, à la fois pour la partie circuit de visite et également pour la boutique qu'on ouvrira sur les lieux de l'usine, à l'entrée de l'usine. Donc il y a des investissements importants donc on sera vraiment très très heureux de pouvoir faire profiter tous les visiteurs de ce circuit de visite. Alors, vous avez lancé une opération de crowdfunding avec Provence Booster. Vous cherchez à lever 15 000 €. Qu'est-ce qu'on a comme contrepartie ? Alors, avant les contreparties, juste sur Provence Booster, on a vraiment fait ce choix de prendre une plateforme locale. Oui. Parce que, de la même manière que pour nous, le savon de Marseille doit être fabriqué localement, nos engagements sont vraiment d'être sur le local. C'était vraiment un choix essentiel pour nous. Donc on a choisi Provence Booster et effectivement il y a dans ce principe de crowdfunding il y a des contreparties. Les contreparties ça va être des bons d'achat sur notre site web la-corvette.fr en coffret cadeau, en savon, ça va être des moments privilégiés également, hein. Il y aura des visites avec le scénographe, puisqu'on travaille avec Monsieur Massot, qui est scénographe de profession, qui organisera des visites pour les personnes qui auront participé en fonction des seuils, etc. Il y aura des invitations au cocktail d'inauguration, il y aura des produits gratuits. Il y aura toutes ces plein de choses très diverses. On en est où aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on en est à plus de 6 500 €. Voilà. Donc on approche de la moitié, il nous reste encore quelques jours. Donc c'est vraiment avec un petit coup de savon. Exactement. L'ouverture du musée, c'est pour quand ? Pour juillet 2018. Tout à fait. Profite de la saison estivale. Exactement. Voilà, très bien. Merci Guillaume Fievet d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes PDG de la Savonnerie du Midi, que vous êtes en levée de fonds pour transformer votre savonnerie qui est aux Égalades en un lieu muséal qui va contribuer à l'attractivité de Marseille. Merci donc à nos amis qui ont préparé cette émission, à Guillaume Baudouin qui fait la captation d'images, Corentin Aubry pour le son, Romain Sestari qui a préparé l'émission. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast. Vous pouvez la suivre sur rcf.fr bien sûr, et puis suivre sur notre page Facebook Emporté par la foule. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Restez à l'écoute de RCF.